BFM Business, Good Evening Business, la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va savoir est-ce qu'il faut encore voyager, est-ce qu'on a le droit encore de prendre l'avion, quelles sont les destinations préférées des Français, et puis on verra si peut-être les menaces de grève pourraient un peu occulter cette période. Et puis on parlera aussi de Paris, puisque mon invité c'est Jean-François Rial. Il est le président fondateur de Voyageurs du Monde, mais il est aussi président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, ça fait beaucoup de sujets, vous avez vu que ça y est. Ça repart un peu le trafic aérien, mais vous avez eu toute une discussion, pour pas dire une bataille de mots et plus, avec Jean-Marc Jancovici. On va y revenir. D'abord, quelques questions là sur ce qui se passe, sur les vacances de Noël, c'est bientôt. Retour du Covid, ça vous fait peur ? Pas vraiment, non. Je pense que cette histoire est derrière nous. Je dirais que les populations sont vaccinées, les gens ont des formes bénignes, les États ont décidé de laisser passer les gens. Donc pas d'impact sur votre business. Moi, c'est fini cette histoire. C'est fini. À part pour les Chinois. À part pour les, oui. Ça c'est, je sais pas, c'est un peu une méthode Coué, non ? Non, c'est ce que je crois. Après, je peux me tromper, hein. Mais moi, je suis convaincu que on refermera plus les frontières, on n'empêchera plus les gens de voyager, à cause d'un virus qui est globalement peu dangereux, à part quelques parties de population très particulières et pour lesquelles on est largement vacciné, quoi. Donc voilà. Alors Jean-François, on va rappeler grosso modo Voyageurs du Monde, mais enfin les gens connaissent, il y a du sur-mesure, ça c'est pour les plus riches, on va dire ça comme ça. Pas forcément, mais c'est tout le monde ce que tout le monde croit. Mais Voyageurs du Monde, contre des voyages. Voilà, c'est du voyage individuel avec un très haut niveau de service. Ouais. Mais sur les prestations, vous n'êtes pas obligé d'acheter du cher. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai, c'est du voyage individuel et ça coûte toujours plus cher que si vous voyagez en groupe ou si vous faites un séjour. Ouais. Et puis aventure, terre d'aventure. Oui. Ça c'est assez. Les grands espaces à pied. Ouais. À pied. Dans le monde entier. Dans le Cantal, par exemple, pour vous. Ça c'est pour vous. Alors non, plus sérieusement. Vous voyez comment ces vacances de Noël, comment ça se profile pour vous? Et en même temps, vous avez aussi des responsabilités un peu au niveau de la profession. Donc bien comment sûr. Ça se passe? Écoutez, la reprise elle est forte. On a atteint les niveaux, voire au-dessus de 2019, qui était l'année la plus élevée. Hein. L'activité est très 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 soutenue dans le monde entier, en particulier en long courrier. Hein. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, évidemment, ce qui marchait très fort, c'était la France et l'Europe. Et maintenant, ce qui marche mieux, parce que c'est des phénomènes de balancier, c'est l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie qui reprend des grosses couleurs. Et les vacances de Noël, jour de l'an, qui sont une très très haute saison chaque année, ont très très bien marché, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des destinations qui cartonnent très fort, comme l'Égypte, la Polynésie, les États-Unis, le Costa Rica, le Mexique. Les destinations asiatiques reprennent des couleurs. Enfin, le Japon repart très très fort, comme c'était le cas d'ailleurs pré-Covid. C'était une des destinations les plus vendues chez nous. Je dirais qu'il y a une appétence de voyage qui est très très forte, indiscutablement. Oui, c'est le revenge. Oui, voilà. Comment on dit ? Il y a plus que la Russie et la Chine, malheureusement, dans lesquelles on peut pas aller, quoi. Là, vous avez vu, alors EasyJet vient d'annoncer que finalement il n'y aura pas grève, mais il y a toujours beaucoup de menaces, on le voit du côté de la SNCF. Alors pour aller en Asie, c'est un tout petit peu moins utile, mais en revanche, ça se voit aussi du côté de la RATP, enfin tout ce qui est plutôt transport. Là, c'est un peu vos deux casquettes qui peuvent jouer. Est-ce que ça peut perturber, peser sur les vacances de Noël ? Oui, parce que ça nous concerne aussi, nous, Voyageurs du Monde. Ça concerne bien sûr Air France à aussi. Paris, mais vous avez des gens qui viennent de régions et qui prennent des longs courriers à Paris, donc ils prennent le train, etc. C'est toujours la même histoire, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de. La France, c'est 22 décembre de janvier, au week-end de Noël pour la SNCF. Il n'est pas question d'empêcher le droit de grève, mais le droit de grève sur des situations de monopole en pic de saison, c'est absolument insupportable. C'est insupportable pour ceux qui voyagent, c'est insupportable pour les professionnels que nous sommes. Je pense qu'il devrait y avoir quand même moyen de discuter tout ça. On l'a vu avec Total au moment aussi de l'affaire de l'essence. Je pense que quand même, moi je comprends pas que le dialogue social fonctionne pas mieux pour anticiper ces choses et que c'est toujours au dernier moment, en mettant des grèves sur les moments les plus difficiles.
empêcher les familles de voyager à Noël, par exemple, moi je trouve ça complètement insupportable, quoi. Mais est-ce que vous voyez, par exemple, dans vos réservations, si on regarde, non, pour l'instant aucun impact. Et est-ce que vous voyez ça au niveau, puisque vous êtes responsable de l'Office du tourisme à Paris, des congrès? Est-ce que ça joue ou pour l'instant non? Pour l'instant non. Aucun impact. Les gens réservent, ils se posent pas cette question, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas à se dire. J'envisageais d'aller passer un week-end à Paris ou 8 jours à Paris et je ne viens pas à cause du risque de grève. Ça ne se pose pas en ces termes aujourd'hui. Par contre, ça peut se produire évidemment vu ce qui nous est annoncé. Donc j'espère que non, j'espère qu'ils trouveront des solutions avant. Ouais. Mais vous, dans ces cas-là, vous n'avez pas en tant que votre fonction officielle. On n'a aucun moyen. Vous n'avez aucun moyen d'aller discuter, de faire le dialogue social. J'ai envie de dire peut-être. Je dirais que le gouvernement n'y arrive pas. On l'a vu au moment de la grève sur l'essence, sur les raffineries. C'est pas nous, professionnels, quel que soit le poids qu'on puisse avoir, qui pouvons nous substituer au dialogue social dans les entreprises concernées. Ils nous ricanonnaient quand on leur dit ce serait quand même bien que vous trouviez une solution pour éviter de faire grève. Bah non. À un moment donné, j'avais discuté il y a quelques années, j'avais réussi un début de discussion avec le syndicat des pilotes d'Air France. Ça, oui. Mais là, j'ai même pas essayé, parce que de toute façon, on est impuissants. Les cheminots, ils nous ont pas attendus pour avoir leur point de vue. Comment ça s'est passé là? On est quasiment à la fin de l'année 2022 sur l'Office du tourisme et les congrès. Et les congrès à Paris, parce que c'est très très important. Bien pour sûr, Paris. très important. La dernière fois que j'étais venu ici, vous m'aviez dit, c'est un peu la catastrophe. Donc là, écoutez, on est à 90% de l'activité normale. 2019. Très élevé, voilà. Ouais. Que ce soit d'ailleurs aussi bien dans le tourisme que dans l'activité congrès, tourisme professionnel. Paris a énormément résisté. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des moments où on n'a jamais vu autant de visiteurs étrangers à Paris. Paris est une ville vraiment très 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 attractive au niveau mondial. En tout cas, ceux qui veulent venir continuent de le faire. Et les taux de remplissage des hôtels, par exemple, sont extrêmement élevés. Vous avez le chiffre? Vous avez un chiffre, par exemple? Je pense qu'on est au-dessus de 90%. On est au-dessus de 90%. Et on a perdu quand même les réservations très précoces. Parce qu'au moment, il y a 6 mois, 9 mois, évidemment, l'activité était moins bonne. Sur les congrès, c'est un tout petit peu plus difficile. On en a toujours autant qu'avant, mais il y a moins d'exposants et moins de visiteurs. Néanmoins, on est très haut. Les Américains en particulier viennent très très fort. Il nous manque pourtant les Japonais, les Chinois et les Russes qui étaient assez importants sur Paris. Mais ça marche très très bien globalement. C'est compensé par la clientèle européenne, la clientèle américaine et la clientèle du Moyen-Orient. Ah oui, oui. Et le luxe particulièrement marche très 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 fort. Tous les hôtels de fonctionnent, mais le luxe marche. Et les tarifs sont montés d'environ 15% en moyenne à Paris, ce qui montre que ça fonctionne. Oui, ça, vous parlez des hôtels? Des hôtels, des nuits d'hôtels en moyenne. Alors c'est vrai dans le monde entier, mais à Paris également. Et on a eu une hausse, alors qui est liée à la reprise de l'activité, à la hausse de l'énergie, etc. Et les tarifs sont montés d'environ 15%. On nous avait prédit, tiens, je fais une petite parenthèse, Jean-François Réal, on nous avait prédit un peu la catastrophe sur les restaurants. En fait, il n'y a pas autant que ça de restaurants qui ont fermé à Paris. Il y en a très peu. Et aujourd'hui, les restaurants, ça marche très très fort à Paris. C'est la hausse des prix qui m'y fait penser, parce que là, la hausse de l'addition aussi, elle est assez salée. Non, mais les restaurants marchent très fort. Ils ont simplement un problème de personnel. Ils doivent recréer une filière pour pouvoir remotiver les gens à travailler chez eux, en étant à la fois mieux rémunérés et dans des conditions de travail qui soient moins difficiles, parce que c'est très dur, travailler dans un restaurant le soir très tard, etc., les week-ends. Et donc, il faut réinventer ça. Je pense que Thierry Marx est bien placé pour le faire. Ah bah ça tombe bien, je fais demain l'interview de Thierry Marx, grand format, la nouvelle émission. Donc on va dans son atelier secret. Et évidemment, je lui poserai la question parce qu'il est président de l'UMH. Et puis vous pourrez retrouver l'émission ce week-end. Les terrasses à Paris. Et là, après, on fera le lien avec les avions. Est-ce qu'il faut prendre l'avion ? Est-ce qu'il faut utiliser les voyageurs du monde ? Et on reviendra sur cette polémique qui vous a opposé à Jean-Marc Jancovici, le grand climatologue.
Les terrasses à Paris, vous êtes contre, vous, Jean-François Rial? Alors, moi, je suis pour les terrasses à Paris. Je trouve ça Il y en a beaucoup qui ont été supprimés. En plus, le chauffage a été supprimé. Alors, le chauffage, il faut éviter, évidemment. On ne va pas se mettre à chauffer les terrasses l'hiver alors qu'on a des problèmes d'énergie et des problèmes de réchauffement climatique. Ça, je pense que c'est pas utile. Par contre, mettre un maximum de terrasses à Paris qui rendent la ville plus agréable, plus populaire, plus sympathique. C'était très sympathique, hein, toutes ces terrasses. Moi, j'ai trouvé sauf à pour Paris. les piétons, mais c'est accessoire. Oui, mais il y a des trottinettes. il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On peut pas avoir peur. Les gens critiquent toujours tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, ces terrasses. Après, il faut en améliorer l'esthétisme. Je sais que les syndicats de restaurateurs et différents designers y travaillent pour qu'on fasse des choses un peu moins bricolées que ça a été fait pendant le Covid, parce que c'était l'urgence. Mais je dirais que généraliser les terrasses à Paris, je trouve ça plutôt sympathique, moi. Ouais. Je suis plutôt pour. Plutôt pour. Ça, c'est le président de l'Office du tourisme qui dit que ça a plutôt été plébiscité. Alors, vous avez Jean-Marc Jancovici, il a dit il faut prendre, en fait, l'avion 3-4 fois dans sa vie. Parce que sinon, et de toute manière, l'avion est né avec le pétrole et il va mourir avec le pétrole. Et alors là, on a vu que ça, une sorte d'ébullition qui est sortie de votre tête. Il y a quand même quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Je recevais Augustin de Romanet, le président d'Aéroports de Paris, ce même micro-studio. Et c'est lui qui a dit là, attention, il faut moins prendre l'avion qu'avant. Alors vous me direz entre 3 ou 4 fois dans la vie et moins prendre l'avion qu'avant. Mais il y a quand même un petit problème avec l'avion, le fait de prendre l'avion. Alors, c'est un sujet complexe. Donc on a de la chance, on a un peu de temps, on va essayer de l'exposer de façon relativement simple. Il y a deux choses qui sont incontournables. Il faut absolument décarboner toutes les activités humaines, avions compris. Ça, c'est incontournable. Et il faut le faire au rythme que nous a proposé le GIEC pour essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré au pire 2 degrés. La deuxième chose, c'est que il faut de toute façon réduire ces émissions sur un temps relativement court, très court. Et donc, quand Jancovici dit qu'on ne pourra pas décarboner l'avion à l'échelle sur la durée qui nous est donnée, il a raison. Il a raison. Donc moi, je suis pas en opposition avec tout, avec Janco. On en a parlé même il y a 20 ans ensemble, où il était déjà contre l'utilisation de l'avion. Simplement, je pense que son constat est bon et je pense que sa solution ne l'est pas, ce qui n'est pas pareil. Donc il faut diminuer et il a raison de dire qu'à l'échelle, on ne peut pas le faire dans les délais. Par contre, moi ce que je dis, c'est que ce qu'il dit sur l'avion est vrai, mais c'est vrai de toutes les activités humaines. Parce que, à l'échelle, dans le temps, vous ne pourrez pas décarboner les choses. Parce que l'outil clé pour décarboner, c'est l'électricité décarbonée. Ouais. Et si vous voulez produire tout ce qu'on produit dans le monde à l'heure actuelle avec de l'électricité décarbonée, à la place des hydrocarbures, il faut multiplier par 13 la quantité d'électricité décarbonée qu'on produit à l'heure actuelle. Par 13. Donc, on ne pourra pas les faire à l'échelle. Donc, moi, ce que je dis... C'est quoi votre solution? Moi, ma solution, c'est de dire... J'imagine que vous avez travaillé dessus. C'est de dire, il faut gagner du temps. Il faut d'abord diminuer à fond tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Et très vite. Avion compris. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur l'avion pour baisser la consommation très forte des avions. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est acheter du temps. Parce qu'on ne pourra pas le faire dans les 10 ans. On pourra peut-être le faire en 20 ans, 30 ans, parce qu'on commence à avoir les solutions. Il faut le faire en 30 ans. Et c'est pour ça que je propose d'absorber du carbone, en plantant des arbres, parce que c'est la solution la plus simple. Alors, même s'il y a d'autres solutions pour absorber du carbone... Vous avez sorti des chiffres complètement dingues. Non, mais attendez. 38 milliards d'arbres par an. Absolument. 500 millions pour la France. 38 milliards d'arbres par an, ça permet, si vous voulez, c'est un peu complexe comme débat. On va essayer de faire simple, mais rapidement quand même. Pour respecter les objectifs du GIEC, de réduire de 45% les émissions sur la base de 2010 en 2030, il faut en gros, par rapport à aujourd'hui, réduire nos émissions de 5% par an, mondialement. Attendez, c'est même pas ce qu'on a fait pendant le Covid, ou à peine. Donc pour y arriver, moi je dis qu'on peut peut-être faire 2% de réduction et 3% par de l'absorption, quelle qu'elle soit, hein. Avion, absorption industrielle, avion, arbre, je veux dire, etc. C'est ça la solution que je propose, c'est de mixer diminution et absorption pour gagner du temps. D'accord, il faut absorber, il faut planter combien d'arbres? Pour réduire de 3% par an,
il faudrait planter 38 milliards d'arbres par an. C'est tout à fait possible. Hein. Voyageurs du Monde, à lui tout seul, dans son petit coin, en plante 3 millions par an. Donc planter 38 milliards ou 40 milliards, pour faire simple, d'arbres dans le monde par an. Ça fait 500 millions pour la France. Il y a déjà pas mal d'arbres en France. Hein. Oui, mais c'est pas énormément. Quand vous ramenez ça au nombre d'humains et au nombre de personnes, c'est possible. De toute façon, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le 1,5 degré est inatteignable. Donc, si on veut quand même le respecter, parce qu'il y a des conséquences à ne pas respecter le 1,5 degré, il y a des effets d'accélération, permafrost, décomposition des végétaux, tout ça. Il va falloir trouver des solutions pour absorber du carbone tout en diminuant. C'est ça la solution. Mais tout en continuant à prendre l'avion comme avant. Alors est-ce qu'il ne faut pas changer quand même nos habitudes? On doit diminuer à fond. Mais de combien? Engagez-vous, Jean-François Rial. Moi, je dis qu'on doit diminuer de 2% par an, comme toutes les activités qui doivent le faire. Mais on a des solutions pour décarboner l'avion. À court terme, les moteurs vont nous permettre de gagner 30%. L'utilisation des carburants de synthèse, qui est très cher, permettrait de décarboner tout l'avion, mais il faut en produire en très grande quantité. Or, aujourd'hui, on en produit très peu, pour des quantités de besoins qui sont fondamentales. Donc il faut créer une filière pour que ces carburants de synthèse, qui ne sont pas des biocarburants agricoles, attention, hein, qui sont d'un mélange d'hydrogène et de CO2 qu'on mélange, qui permettront de décarboner totalement l'avion. Mais pour ça, il faut financer la filière. Ouais. Parce que moi, ce que je dis, c'est que l'utilité sociale de l'avion est quand même très forte. Elle est moins forte que l'alimentation, elle est moins forte que l'énergie, qui sont des besoins fondamentaux. C'est quoi l'utilité de l'avion ? Mais elle est aussi forte que... l'utilité sociale de l'avion, c'est 10% des emplois dans le monde, quand même. C'est un effet de rapprochement des peuples qui est indiscutable. Et c'est aussi un outil de business très fort. Il y a plus de la moitié des vols dans le monde qui sont liés à l'activité économique. Oui, mais là, on peut faire ça en visioconférence. Mais il y a des choses qu'on peut faire en visioconférence, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire en visioconférence. Il y a beaucoup de jeunes, vous savez, qui ne prennent plus l'avion. Hein. Bien sûr, mais ils ne prennent plus l'avion, mais ils font des tweets. Ils prennent plus l'avion, mais ils regardent des vidéos, etc. Donc moi je dis que à l'échelle, parce que c'est quoi la critique de Jean Covici? C'est de dire on ne pourra pas décarboner à l'avion à l'échelle dans les délais. Il a raison. Mais on ne pourra pas non plus décarboner le reste des activités humaines. Et moi ce qui me déplaît, si vous voulez, c'est sa solution. Parce que sa solution, elle est inapplicable. Il faudrait que tous les pays du monde l'appliquent. Elle est injuste parce que il y aura des passe-droits et ça ne sera pas bien contrôlé. Et il y aura des gens qui voyageront 20 fois au lieu de 4 fois. Et troisièmement, elle rentre dans un système totalitaire à la chinoise. C'est ça, en fait. On a une note sociale, on a des crédits, etc. Moi, je vais vous dire, je vais même aller plus loin. Parce que moi, j'ai encore deux questions. J'ai une dernière phrase à vous dire. J'ai une dernière phrase. C'est que moi, je suis presque plus favorable à l'interdiction de l'avion, si on devait en arriver là, plutôt qu'à un quota de 4 vols par vie. Parce que je pense que l'interdiction de l'avion ou l'interdiction de tout ce que vous voulez... Non, mais ça peut être réduire de 10%, 20%. Mais ça marche pas. Pourquoi ? Ça marche pas. Sur quels critères ? Sur quels critères? Comment vous faites? On demande à chacun, c'est le plan sobriété, on fait un plan sobriété. Ça ne marche pas, parce que vous tombez dans la solution Jean Covici, dans laquelle vous dites aux gens, vous avez droit à tant de vols, et là vous commencez à avoir des systèmes de passe-droit et des systèmes injustes, et vous rentrez dans un système chinois. Moi je suis totalement contre ça. Je suis pour réduire par les prix, et là, vous verrez que les gens, au lieu de prendre un vol long courrier par an, ils en prendront peut-être un tous les 3 ans. On va me dire, c'est les riches qui pourront plus en profiter. Et tant pis, les riches, ils paieront leur kérosène ou leur carburant de synthèse très cher. Parce que ça permettra de gérer la transition. Est-ce qu'il y a des jets privés dans vos voyages sur mesure? Il y en a très très peu. Très peu, c'est même pas 0,1%, il y en a un peu. Et moi, sur les jets privés, je propose qu'ils soient obligés de voler au carburant de synthèse sous 5 ans. Ce qui permettra de développer la filière du carburant de synthèse, qui, je vous le rappelle, permet de faire voyager tous les avions actuels du monde entier sans les changer en émettant 0 carbone. Que faut-il faire pour les JO 2024? Vous serez encore en fonction, mais donc le président de l'Office du tourisme de Paris. Je ne sais pas, est-ce que ça va être pour l'enterrement de la reine d'Angleterre? Au départ, on a interdit de venir en avion. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que je propose sur quoi? Comment venir à Paris pour assister aux Jeux Olympiques de 2024? Alors, je prends l'avion, je ne prends pas l'avion. Alors, si je viens des États-Unis, je prends l'avion. Puisqu'on vient de dire qu'il fallait réduire un maximum l'avion, tout ce qu'on peut faire pour venir à Paris décarboné, train par exemple, c'est parfait. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il faut une mesure coercitive?
faut dire, ben voilà. Moi, je ne crois pas qu'il faut des mesures coercitives. Quand vous regardez la COP27, vous regardez la mesures... carte des avions, c'était complètement dingue. Vous dites, c'est n'importe quoi. Oui, mais vous savez, les avions qui pourraient être remplacés par le train, c'est 6% des émissions de CO2 mondiales. Ouais. Il faut faire ce qu'ont fait les Américains. Les Américains, ils ont dit, en 2050, 100% des vols intérieurs sont au carburant de synthèse. Voilà, ça c'est un signal. Parce que du coup, tout le monde va se mettre à développer les carburants de synthèse. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne crois pas aux interdictions. Je pense que les interdictions, elles sont faites pour être contournées et ne pas être respectées. Voilà, c'est ça que je pense. C'est une mauvaise idée, l'interdiction. Ouais. Et donc, pour les JO à Paris, ben, il faut venir en train quand on est européen, si possible. Ouais. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève, mais enfin, il n'y a pas que la SNCF. Et puis, il y a d'autres compagnies de train, peut-être de plus en plus. Et puis, de toute façon... quand vous avez un événement comme ça qui est planétaire, où vous concentrez énormément de gens au même endroit, au même moment, c'est pas très adapté à une gestion durable. C'est compliqué, quoi. C'est sûr. Vous attendez combien de personnes, de touristes? Alors, les touristes vont baisser. Ah oui. Les touristes vont baisser. C'est-à-dire que ça, c'est un fantasme. Quand vous faites un grand événement sportif dans un lieu, le nombre de touristes baisse. Vous avez plus de visiteurs au moment de l'événement, mais vous avez moins de touristes et vous avez moins de touristes sur toute l'année. C'est comme ça que ça se passe. Les JO, moi j'adore, c'est un événement magnifique, qui est fantastique. Mais c'est pas bon pour le business. C'est pas bon pour le tourisme. Ouais. Ah oui. Ça, et les congrès, j'imagine aussi. Hein. Bah oui, parce que, si vous voulez, les gens se disent, il va y avoir du monde, les embouteillages de Paris. Etc. Et en plus, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ne raisonnent pas que sur la période des JO. Ils raisonnent global. Non, donc 2024 ne sera pas une bonne année. Encore toujours une question... Je ne suis pas en charge des JO quand même, hein Edwige. Non, mais vous êtes président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, bien sûr, François. Donc, bien sûr. Mais ça tombe bien, j'ai encore une question là-dessus. Est-ce qu'il faut couper les décorations de Noël, les illuminations de Noël à Paris, sur les Champs-Élysées, ou est-ce que vous pensez que ça fait quand même venir les gens? Alors, je ne pense pas qu'il faille couper les illuminations de Noël, sauf si ça au détriment du chauffage de Français ailleurs en France. Donc ça, c'est à EDF de le décider, ou aux gens en charge, à condition que ces illuminations soient de qualité et soient belles. Ce n'est pas le cas. Ça dépend des moments. Il y a des moments, il y a des choses qui sont très belles qui sont faites. Bah, j'ai vu des choses très belles et puis j'ai vu des choses moins belles. Très moches, oui. Voilà. Oui, on est d'accord. Il suffit de regarder sur Twitter. Oui. Et vous décidez pas, c'est pas vous n'avez pas votre mot à dire. Non. Par contre, je milite beaucoup sur ce sujet pour promouvoir ce que j'appelle le beau. Sachant que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet subjectif, que beaucoup ont assimilé l'écologie au lait. Alors l'écologie, ça peut être beau, ça dépend ce qu'on fait. Mais je crois que c'est un sujet fondamental pour une ville et son attractivité touristique. Bah oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que je vois votre petit sourire en coin. À mon avis, ça veut dire que vous n'êtes pas très content de ce qui se passe. Et c'est pas forcément bon. Et pourtant, vous avez vos introductions. Ça, c'est vous qui le dites. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Mais c'est vrai partout. Hein. Je circule dans le monde entier. C'est compliqué, la gestion du beau dans l'espace public. C'est très compliqué. Le plus beau voyage, surtout dans une ville en transformation. 20 secondes pour nous faire rêver en conclusion. Le plus beau voyage que vous avez fait récemment? En Écosse. Je suis allé en Écosse, j'ai trouvé ça fantastiquement beau, extrêmement fin, raffiné, des hôtels merveilleux, des paysages fantastiques. C'est le Cantal de l'Angleterre, l'Écosse pour moi. Voilà, j'ai adoré ce pays. Voilà, beau voyage, belle destination. Même pour Noël? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-François Rial, qui n'aime pas beaucoup les décorations de Paris et pour qui l'écologie n'est pas forcément du beau, et c'est dommage parce que ça devrait l'être. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde et donc président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Voilà, si vous voulez réécouter, peut-être retrouver une destination pour vos vacances, le replay ou le podcast sur BFM Business. Et tout de suite, François Sorel, Tech & Co, comme tous les soirs. Good Evening Business, la grande interview.